Qu'est-ce que le LBO? C'est ça, c'est la cession d'entreprise à un holding de reprise qui va être financé pour partie par de la dette. Donc LBO, leverage buyout, donc c'est un effet de levier bancaire, d'où le terme de leverage buyout, euh, qui va s'ajouter à du capital. Le LBO s'est fortement démocratisé en France et dans le monde ces dernières décennies, la France étant un acteur leader au niveau mondial sur ce type d'opération. Et c'est aussi des opérations qu'on peut faire de façon internationale. Tout à l'heure, donc, j'entendais parler, par exemple, de l'installation en Israël. Et donc, ça permet à beaucoup de personnes, pourquoi pas, de vendre leur société, de toucher du cash et de continuer à en être propriétaire à travers un cas particulier du LBO, c'est le FBO ou l'OBO. Donc, OBO, ça veut dire owner buyout. Donc owner, donc c'est le propriétaire qui va racheter la société par l'extérieur, donc buyout, comme tous les LBO, FBO. Ça permet donc aux dirigeants actionnaires de garder le contrôle de sa société, de garder la valeur de l'entreprise et de toucher du cash out tout en continuant à diriger la société, si on le souhaite, c'est pas une obligation, on peut aussi changer de dirigeant, tout en remboursant la dette qui a été souscrite, et ensuite de toucher des dividendes, si on le souhaite, avec l'accord des banques. Et une fois que la dette a été plus ou moins remboursée, de redevenir totalement propriétaire. On en était déjà propriétaire, mais après avoir remboursé la dette, on a plus de créanciers, donc on en est toujours davantage propriétaire. Donc ça, c'est le OBO, donc Owner Buyout, cas particulier du LBO. Et vous bénéficiez donc ainsi des avantages du LBO. On appelle ça les 4 effets de levier du LBO. L'effet de levier bancaire, parce qu'on va s'endetter, et donc une partie du prix va être payée par la banque et par les autres créanciers. L'effet de levier managérial, parce qu'on va avoir peut-être des actionnaires et des associés complémentaires, et donc qui vont participer au développement de l'entreprise. Les associés complémentaires, ça peut être des personnes physiques, des salariés, des managers, un concurrent, un fournisseur, un client qu'on peut aussi introduire au capital. Ça peut développer des synergies, ça peut apporter de l'argent, ça peut apporter des complémentarités. Et évidemment, dans la plupart des cas, un fonds d'investissement ou un family office, une société d'investissement. Troisième effet de levier du LBO, c'est l'effet de levier juridique, parce qu'avec 30% du prix de la société, on peut détenir le contrôle de la société. Et l'effet de levier fiscal, parce qu'on va pouvoir déduire les intérêts bancaires de la fille à la mère, à condition de détenir au moins 80% du capital. Cet effet de levier fiscal du LBO, on avait oublié ces 20 dernières années, parce que les taux d'intérêt étaient passés à zéro. Maintenant que les taux d'intérêt sont à nouveau élevés, cet effet de levier fiscal est très intéressant parce que les pertes du holding liées aux intérêts bancaires, eh bien, vont être compensées par les bénéfices de la fille, et donc on va pouvoir récupérer l'impôt aux sociétés perdu par ces pertes en réduisant l'impôt de la fille par le groupe. Donc là, c'est les avantages du LBO dont on bénéficie dans l'OBO. Ça permet aux dirigeants de diversifier son patrimoine, donc de faire du cash avec sa propre société et donc d'investir ce cash dans d'autres activités immobilières, auto-entreprises, start-up, donner de l'argent aux enfants, partager le capital dans la famille, etc. Ça permet surtout de vendre sa société, parce que si on hésite, on ne sait pas est-ce qu'il faut vendre sa société tout de suite, est-ce qu'il faut la vendre plus tard, ben, on n'a pas besoin d'hésiter parce qu'on la vend tout de suite et on la vend encore plus tard, parce qu'on peut faire
refaire un nouvel LBO tous les 3-4 ans. Et donc, on vend sa société une fois aujourd'hui, on la revend dans 4 ans, on la revend dans 8 ans, etc. On peut refaire un LBO tous les 4 ans. Mais l'OBO, donc ça permet ça permet également de transmettre son patrimoine. Alors, le FBO, qu'est-ce que c'est? C'est un cas particulier du OBO parce que on va pouvoir partager au sein de la famille le capital, on va toucher la vente et on va reconstituer un tour de table. Exemple, on a un dirigeant qui a 3 enfants. L'un d'entre eux est déjà dans l'entreprise, il occupe déjà un poste à responsabilité et il veut reprendre la gestion, la direction, le capital de l'entreprise familiale. Le problème, c'est qu'il n'est pas actionnaire de l'entreprise. Donc, on a des parents qui en sont propriétaires et qui veulent transmettre à leurs enfants ce capital, mais il y a un problème, c'est que si ils transmettent et qu'ils restent, on va dire, actionnaires à hauteur de 20% chacun, 20% chacun des parents, 20% chacun des 3 enfants, eh bien, ça va être la zizanie. Chacun va avoir 20% du capital et personne n'a touché d'argent. Le FBO va permettre au fils de prendre le contrôle de l'entreprise, en supposant que ce soit le fils qui travaille dans l'entreprise. Aux 2 filles, on va dire qu'il y a 2 filles et qui veulent pas travailler dans l'entreprise, ça les intéresse pas de toucher de l'argent à la place. Et on va pouvoir également envisager que les parents gardent l'usufruit pendant que le fils prenne la nue propriété. Et en fait, on va pouvoir avoir tous ces avantages, plus du cash out, grâce au FBO. Donc, prenons l'hypothèse que cette société vaut 10 millions d'euros. On a donc un père qui va donner de la nue propriété aux filles et aussi aux garçons, que on va faire par exemple un pacte d'Utrecht, ce qui fait que ça va permettre, alors en supposant que ce soit une société française, hein, on va faire un pacte d'Utrecht, ce qui va faire que on va pouvoir donner après réduction de 75% sur la succession, donc on va pouvoir donner ces 2 millions d'euros de nue propriété à chaque enfant, donc 2 millions, 2 millions, 2 millions, et les parents gardent 2 millions et 2 millions de nue propriété, mais ils gardent l'usufruit sur 100%. On va vendre cette société 10 millions d'euros à un nouvel holding. Cette société holding va se financer ces 10 millions d'euros, par exemple 5 millions par de la dette, et 5 millions par du capital. Qui apporte ce capital? Eh bien, le garçon, le fils principalement, qui va apporter ce qu'il possède en nue propriété, comme il a eu 2 millions de nue propriété, il va apporter par exemple 2 millions d'euros et le père et la mère vont garder 2 millions d'euros dans le capital et on a un fonds d'investissement qui va apporter 1 million d'euros. Donc on a des filles qui vont toucher 2 millions d'euros chacune et donc elles vont plus être actionnaires, donc elles vont toucher 2 millions et 2 millions. On a un fonds d'investissement qui va investir 1 million d'euros au capital du holding, et comme c'est 5 millions d'euros de capital, 1 million, ça lui donne 20%. Un fils qui va investir ces 2 millions et ça va lui donner 40% du capital, et des parents qui vont garder, un père qui va garder par 2 millions, ça va lui donner 40% du capital également. Donc 40 et 40, ils vont avoir 80% le père et le fils. Et la mère qui va par exemple toucher ces 2 millions d'euros. Donc on a par magie d'un père de parents qui avait 100% de 10 millions d'euros, un nouvel holding avec une volonté d'avoir 3 actionnaires, un fils à 40%, un père à 40%, un fonds d'investissement à 20%,
une dette à rembourser de 5 millions d'euros et donc reconstituer un tour de table avec pour chacun ce qu'il avait envie, c'est-à-dire ceux qui voulaient du cash, ils ont du cash, la mère et les filles. Ceux qui veulent rester aux commandes, bah, le fils et le père, eh bien, ils se retrouvent avec des titres, 80% de deux, un fonds d'investissement qui met 1 million d'euros qui a 20%, et on va rembourser la dette sur 7 ans. Au bout de 4 ans, on peut considérer qu'on a déjà remboursé la majorité de la dette. Il reste donc 2 millions à rembourser environ sur les 3 années restantes. On décide peut-être de refaire un nouveau tour de table, un nouvel LBO. On revend la société. Imaginons que la société n'a pas augmenté de valorisation, elle vaut toujours 10 millions d'euros. Eh bien, la valeur des titres a déjà été multipliée par 2, quasiment, parce que comme la dette a été remboursée, on a dit 3 millions d'euros, il reste 2 millions. La société a 2 millions d'euros de trésorerie excédentaire, bah, elle rembourse la dette résiduelle de 2 millions d'euros, donc on se retrouve avec un cash nul. Et donc, on a des titres qui ont déjà doublé uniquement par le remboursement de la dette, par les annuités et la trésorerie excédentaire qui a été accumulée sur les 4 ans. Mais comme on avait un capital de 5 qui est passé à 10, ben, ça fait 100% de gains pour chacun. Le fils qui avait 40%, ben, il se retrouve avec 40% de 10 millions, 4 millions. Le père, 4 millions également. Et le fonds, il a fait x2 également. On se retrouve avec 2 millions. Et si on veut refaire un nouveau tour de table, un nouvel LBO familial, un nouveau FBO comme Family Buyout, eh bien, on peut recomposer un nouveau tour de table. Peut-être que le fils va réinvestir la totalité de ces 4 millions pour un nouveau tour de table dans lequel les 4 millions vont valoir 80% du capital. Et donc, il va échanger ces 4 millions d'euros contre 80% du capital. Et tout simplement, il va devenir majoritaire grâce à ça, le père pouvant garder la totalité de son cash out et on va retrouver un nouveau partenaire financier, par exemple, pour 1 million d'euros. On peut refaire l'opération tous les 5 ans. Autre hypothèse, eh bien, en 5 ans, la société a augmenté de valeur. Elle valait 10 millions, peut-être qu'elle vaut désormais 15 millions. Eh bien, ça veut dire que les actionnaires, ils ont fait non pas x2, mais ils ont fait x3. Ils ont non pas fait 100% de rendement, mais ils ont fait 200% de rendement en 5 ans. Et tout le monde a fait 100% de rendement, la société vaut 15 millions, on peut refaire un tour de table à 15 millions, etc. Donc voilà, hypothèse basse, on reste à une valorisation de 10. Hypothèse haute, on passe à 15. Et on peut refaire cette même opération tous les 4 ans. Voici ce qu'est le Family Buyout, le cas particulier de l'OBO, qui lui-même est un cas particulier du LBO. Donc LBO, leverage buyout. OBO, owner buyout, c'est le propriétaire qui rachète à lui-même. FBO, family buyout, c'est le propriétaire et sa famille qui rachètent. Alors on aurait pu tout à fait faire l'inverse. Hein. J'ai une opération récemment, c'était la fille qui a pris la majorité au détriment du fils. Et donc le fils, lui, il a touché du cash. La fille, elle a touché du capital. On peut faire aussi un mix de tout ça. On peut imaginer que un des enfants touche un peu de capital, un peu d'argent, beaucoup de capital, moins d'argent, etc. On met les curseurs exactement là où on veut. On peut faire avec un partenaire financier ou sans partenaire financier. Tout à l'heure, il manquait 1 million d'euros dans le tour de table. Ça aurait pu être un membre de la famille, une fille qui aurait mis le million, ou une partie du million, des salariés, des personnes physiques, un concurrent en fournissement. On aurait pu imaginer 200 000 euros chacun, 200 000 euros une fille, 200 000 euros la mère, 200 000 euros un salarié, 200 000 euros un fournissement. On met ce qu'on veut, c'est ça. On repart d'un tour de table. On fait du cash out. On met de la dette. On garde le contrôle ou pas. On choisit le tour de table. Ça permet de vendre sa société tout en gardant le capital et de revendre la société demain. C'est très intéressant, à nouveau, quand on hésite et on ne sait pas si on veut vendre tout de suite ou demain. Donc, c'est vraiment quasiment magique, cette opération. Souvent, les personnes disent, mais il y a un truc, c'est pas possible. Je peux pas à la fois garder le contrôle de la société, rester dirigeant, faire du cash out, devenir millionnaire, etc. Si, c'est possible. Et diversifier son patrimoine. Souvent, la famille, elle a un actif, un patrimoine, une société,
sur un secteur d'activité dans une zone géographique, eh bien, cette opération permet de transformer, rendre liquide cette société, majoritairement liquide, avec du cash out, tout en gardant des parts au capital. Ce capital, ce cash, eh bien, on va pouvoir le diversifier. On va dire, on va faire 20% d'immobilier, 20% de trésorerie, 20% sur des startups, 20% sur un nouveau projet économique ou dans une résidence principale. Eh bien, ce cash, il va pouvoir être diversifié et tout en gardant un montant important en capital dans l'entreprise. Alors, je voulais partager des slides, mais ça s'affiche pas. Est-ce que ça vous paraît clair? Est-ce que vous avez... Oui, il y a une question qui est arrivée, Patrick, je n'osais pas t'interrompre. C'est Martine qui demande, est-ce possible également dans le cadre d'une SCI surmontée par une SC? Alors, on va poser des questions sur est-ce que c'est des sociétés à l'impôt sur le revenu, à l'impôt société. Tout est possible. Il va y avoir simplement des enjeux fiscaux. Il va aussi y avoir des enjeux liés aux dettes parce que il va falloir qu'on constate à travers une SCI peut-être des frais de transaction, des frais de notaire en France, des frais, des impôts sur les transactions immobilières. Donc, il faut qu'on vérifie, faut faire des calculs sur le risque de payer des frais dits de notaire lors de ces opérations. Ça dépend si on est en France, en Israël ou dans un autre pays. Maintenant, oui, on peut faire un FBO sur une société civile immobilière, surmontée par une SC. À quoi sert la société civile qui est au-dessus? Est-ce qu'elle peut être fusionnée? Est-ce qu'elle peut être supprimée? Parce qu'on va créer un nouvel étage pour faire du cash out. Le cash out, ça veut dire qu'on touche de l'argent. Il faut qu'il y ait une vente. S'il y a une vente, il faut qu'il y ait un acheteur. Donc, s'il y a un acheteur, c'est une nouvelle société qui va être créée, probablement, ou une société existante. Mais donc, quelle est la société qui va être créée? Ou est-ce qu'on va utiliser une société existante? À quoi sert cette SCI, Martine? Peut-être que vous avez des précisions. À quoi sert la société civile qui est au-dessus? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Et l'idée, ça serait qui vend quoi, qui touche quoi? C'est quoi votre idée pour que je puisse voir si c'est possible ou pour vous aider? Alors, mon idée, mais je ne veux pas prendre tout le temps, mon idée, c'est effectivement d'émigrer complètement en Israël, éventuellement de faire acheter la SCI à tous les biens immobiliers, en particulier des biens professionnels. La SCI est à l'IR et non, la SCI est à l'IR, je crois, et la SC à l'IS. Donc, c'est recréer effectivement du cash, redonner à mes enfants, effectivement, peut-être donner la nue propriété à mes enfants, que moi, je puisse toucher du cash pour investir autrement. Enfin, me sortir de ce montage actuel. Je veux dire, il reste très peu de dettes puisque j'avais fait ce montage quand mon mari est décédé. C'est des biens propres qui ont été rachetés en, en- par la SCI, en fait. Et la SC a comme actionnaire la SCI à 90% et moi-même à 10%. Et dans la dans la SCI, il y a uniquement mon fils qui est à 10% et moi à 90%. En fait, j'ai quand même la majorité partout, si vous voulez. C'était le montage de départ. Mais qui, du point de vue vente, est quand même très compliqué. Il reste très peu de dettes. Il reste 3 ans de dette. La société avait été, je me livre tout, avait été vendue à l'époque, il y a 12 ans, à 1 million d'euros. Elle en vaut beaucoup plus maintenant, comme vous l'expliquez très clairement. Donc, j'aimerais refaire une opération intéressante pour pouvoir partir en Israël et garder du cash, tout en laissant le patrimoine. Donc, vous avez déjà fait un pacte du trade ou pas? Pardon? Vous avez déjà fait un pacte du trade ou pas? Non, pas encore. Un Le pacte pacte du trade? non, Non. Est-ce que vous avez déjà donné 100 000 euros à chaque enfant? non. Non. Vous avez combien d'enfants? 2. Deux. Donc, il y en a qui est actionnaire et l'autre, il n'est pas actionnaire. Pardon? Il y en a un qui est actionnaire et l'autre qui n'est pas actionnaire. Exactement, elle n'a pas voulu rentrer. Mais vous voulez quand même qu'elle touche des titres. Oui, Ce deuxième enfant. j'aimerais vraiment que les choses soient remises à plat. J'aimerais surtout pouvoir Hmm. toucher les liquidités de cette société pour pouvoir m'installer en Israël.
tout en laissant cette société active, puisque les biens qui sont à l'intérieur sont très intéressants et que j'ai pas envie de les vendre à quelqu'un d'autre. Donc moi, effectivement, ça vaut le coup d'y travailler, d'y réfléchir. Je pense qu'il faudrait réfléchir à un pacte d'Utraigne, c'est-à-dire un engagement de conservation des titres au sein de la famille Pendant pendant au moins 5 6 ans, ans, ce qui oui. va permettre de réduire de 75% la fiscalité sur la succession. Une fois que vous avez fait ça, dans la foulée, vous faites des donations aux deux enfants pour faire un rééquilibrage en donnant la nue propriété aux enfants, mais en essayant de voir comment est-ce que vous pouvez rééquilibrer un petit peu les valeurs des uns et des autres. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous allez faire une vente à une nouvelle entreprise et donc il va y avoir du cash. Cette opération va se financer entre autres par de la dette. Comme vous dites, il n'y a plus beaucoup de dette, donc vous remboursez la dette résiduelle. La dette peut même être remboursée directement par la société. Elle a le cash pour. Voilà. Donc ça permet d'éviter d'avoir des discussions sur la dette. Vous remontez une nouvelle dette, vous remontez des nouvelles opérations d'endettement bancaire, immobilière classique avec des garanties, des sûretés. Au revoir Stéphanie. Donc, vous allez donc générer du cash par la dette bancaire. Vous pouvez également ajouter à cela du crédit vendeur, on pourra faire le montage, du capital par rapport de titres. Et donc, oui, vous allez vendre votre société civile, vous allez toucher du cash, vous allez pouvoir rester actionnaire et vous allez refaire un tour de table. Si vous voulez être à 30% pour chacun des enfants et vous à 40% ou 50-50 pour les autres enfants, vous pourrez mettre le tour de table que vous souhaitez et vous pourrez distinguer la nue propriété et l'usufruit. La nue propriété, c'est la Oui, je connais. valeur Oui, je connais. des murs et l'usufruit, c'est les rendements. Alors, comme il va y avoir une dette, les flux vont pouvoir principalement rembourser la dette, mais s'il y a un excédent, vous allez également toucher l'usufruit. Donc, vous faudrait quand même mettre tout ça sur la table, probablement aussi avec notaire et avocat spécialisé, parce que il y a quand même systématiquement dans les sociétés civiles et les sociétés immobilières des différentes options en termes d'impôts et de prélèvements. Voilà. Dans ce niveau de détail, j'ai pas nécessairement les informations, mais oui, tout à fait, vous pouvez à 100% Et monter un FBO pour réaliser tous vos rêves. autre question, je peux vendre ma résidence principale à l'intérieur de cette holding, je veux dire, qui ensuite peut être louée par la holding, et au bout de 5 ans, donc, elle n'a plus d'impôt de plus-value à payer, puisqu'elle aura exploité pendant 5 ans, elle sera été exploitée pendant 5 ans par la société, en cas de revente. Alors, vous pouvez effectivement vendre à la holding. Maintenant, concernant la détention 5 ans, ça, il faut vérifier auprès d'un avocat, mais oui, c'est tout à fait possible de le faire. Ok, mais de toute façon, je pense qu'il faudrait qu'on se rencontre. Vous êtes où à Paris? Oui, nous, on est à Boulogne-Billancourt. Est-ce que Ah, il y avait d'autres personnes donc il y avait grand plaisir pour se rencontrer. Je vais juste vérifier qu'il y avait peut-être d'autres. Je vous enverrai évidemment nos coordonnées. Est-ce qu'il y avait d'autres Oui, je vous enverrai questions les de la part coordonnées de des autres Patrice. Vous participants? pouvez évidemment faire un rendez-vous avec lui. Patrick, est-ce que vous avez éventuellement des questions? Faut activer le micro. Je vous entends pas. Activer le micro, voilà. Oui. Bon, ben mon cas, j'ai déjà, donc, en fait, j'avais démarré avec une SCI, c'est un bien avec un immeuble de logement et commerce. J'avais démarré avec cette SCI-là et elle était en mon nom, avec mon épouse, à 100%. Ensuite, on a racheté un deuxième immeuble locatif qui est en SCI. J'avais créé après une SAS immobilière dans laquelle j'étais mon épouse et moi au départ à l'intérieur. Et après, j'ai cédé. Donc, cette SAS donc, détient maintenant une des SCI en totalité, parce que j'ai fait une vente en 2021. Et puis la SCI, la deuxième que j'avais créée, elle a été
j'ai fait racheter l'épargne par la SAS. Ensuite, cette SAS, elle est partagée donc à part égale à 25-25 entre mon épouse, moi et mes enfants. Voilà. Donc, effectivement, cette SAS, elle est à prédominance immobilière. Est-ce que je peux faire effectivement un FBO dans ce sens-là pour essayer de lever des fonds ou pas? Parce que moi, j'ai plus les 100% d'épargne avec mon épouse, on les a répartis. 25-25. Je ne sais pas si c'était une bonne. Ah, je vous entends pas. Il J'entends pas. réfléchit, Patrice. Il Ah, bah, réfléchit. pardon. D'accord, ok. Je ne sais pas si j'ai réussi à bien m'exprimer, à tout résumer. Patrice, on ne t'entend pas. C'est probablement parce que tu as enlevé ton casque. Non, tu l'as enlevé, on t'entend pas là. Ah voilà, c'est mieux. Voilà, c'est Ah, mieux. maintenant Ouais. c'est mieux. Ouais. Bon, désolé, je sais pas pourquoi ça marche. Il y avait ce bouton qui s'était activé. Donc oui, je vous demandais s'il restait des dettes actuellement. Oui, alors, donc il y a la SCI qui est toute seule. Là, il lui reste des dettes, oui. À peu près la moitié. Et puis sur la SAS, quand j'ai vendu la première SCI, j'ai fait la moitié apport personnel, donc j'ai la moitié en apport personnel et la moitié qui se trouve en compte courant en fait, et la moitié en financement. D'accord. Alors, faudrait rentrer dans le détail, hein. Là, Oui. je peux pas vous répondre d'emblée. En fait, qu'est-ce qu'il faut? Il faut obtenir un financement bancaire. Donc, il Mhm. faut consulter les banques pour voir si elles acceptent de financer l'opération. Il y a plusieurs types de financement, suivant que c'est des actifs, suivant que c'est des sociétés, suivant que c'est des groupes d'actifs. Donc, il y a différents types de banques et de conseillers bancaires qui vont financer chacun certains types d'opérations. Donc, c'est faisable, mais un, à condition que les banques financent. Ensuite, deux, combien elles vont financer. Sur ce type d'opération, les garanties bancaires sont toujours plus difficiles à prendre. Et donc, on va avoir, un, des financements plus faibles que si c'est des financements d'actifs bruts et des taux d'intérêt également plus élevés. Donc, est-ce que les banques financent, combien elles financent, à quel coût elles financent. De toute façon, sur ce type d'opération, il faut toujours mettre en compétition les banques. On est en train actuellement de financer 5 millions pour un client. On a des banques qui nous ont proposé un Euribor 3 mois plus 3,5%, ce qui fait qu'on se retrouve avec des taux à 7-8%. Mhm. Et on en a d'autres qui nous ont proposé un taux fixe à 3,5%. Et en plus, le financement à 7-8%, il coûte 200 000 euros de frais de dossier et de frais de sûreté, etc. Alors que le financement à 3,5%, 4%, 4,5%, enfin, on a plusieurs offres de ce type, eh bien, il demande 5 000 euros de frais de dossier. Donc, celui qui coûte le plus cher en taux d'intérêt, c'est aussi celui qui coûte le plus cher en taux d'intérêt et en frais de dossier. Donc, alors que l'autre, il est moins cher et on a une diversité d'offres bancaires sur le même dossier au même moment. Et même au sein d'une même banque, quand on interroge deux ingénieurs financiers différents, eh bien, ils vont faire deux offres différentes parce que ils n'ont pas la même spécialité. Certains vont considérer ça comme un financement professionnel, d'autres un financement personnel, d'autres un financement immobilier, d'autres un financement sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. On va pas avoir du tout les mêmes offres. Donc, c'est déjà, un, combien on peut obtenir de financement, deux, quel taux d'intérêt, quelle sûreté, quels frais, etc. Ensuite, il y a aussi la question dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est vérifier si on doit ou pas payer des frais de notaire. Et donc, dans certaines opérations, il faut qu'on rentre dans le détail, il faut payer des frais de notaire. D'autres, on va être en SAS à prépondérance immobilière, mais dans lesquels il n'y a pas de frais de notaire à payer parce qu'on vend une société. Donc, faut l'analyser.
Et moi, je vais toujours analyser ce type de dossier immobilier avec avocat et notaire. Bon, on peut Mhm. certainement travailler avec votre notaire et avec notre avocat. D'accord. Eric, est-ce que Bon. vous avez des questions, s'il vous plaît, pour Patrice? Moi, Oui. disons que je voulais connaître les risques essentiels d'une telle opération, qui souvent peut être faite en apport ou en cession. Qu'est-ce qui est, quels sont les risques finalement essentiels à éviter finalement? Voilà, je crois que c'était la première question que j'avais. Alors, les risques. Quand on souscrit une dette bancaire importante, l'objectif de l'OBO, quand on fait un OBO ou un FBO sur une entreprise, c'est de ne pas avoir à rembourser la dette si jamais il y avait un risque, un problème, et que la société n'arrive pas à rembourser elle-même l'entreprise, la dette. Donc, D'accord. on monte une holding, c'est Mhm, la holding qui souscrit la dette, et mhm, donc, si demain, il y a un problème, c'est la holding avec ses actifs, c'est-à-dire les entreprises, les dividendes, qui va rembourser cette dette. Demain, la société se porte mal, elle n'a pas les moyens de rembourser la dette. Il faut éviter que la banque puisse se retourner contre vous. Donc, on va dire à la banque, on ne veut pas donner de garantie personnelle. mhm. Que va répondre la banque? Elle n'est pas d'accord. Donc, on va être sur un rapport de force. Certaines banques vont accepter qu'il n'y ait pas de garantie personnelle en disant, ben oui, vous avez raison, la garantie des titres est suffisante, la société, les actifs, l'immobilier sont suffisants et donc j'accepte de ne pas avoir de garantie personnelle en plus de la garantie des actifs qu'on va mettre dans le pot commun, les titres, les fonds de commerce, les biens immobiliers, etc. D'autres vont dire, on veut une garantie personnelle petite, 10%, 20% du financement global, ce qui est raisonnable. Et d'autres vont dire, on veut une garantie personnelle sur la totalité. Les garanties pouvant être simplement des simples cautions ou des titres qui sont placés et donc qui sont bloqués. Donc, il peut y avoir en termes de garantie beaucoup de différences. Dans le cas où on a donné une garantie, on sait à quoi s'attendre. Si demain, la société n'est pas capable de rembourser sa dette, eh bien, c'est nous, à titre personnel, qui devons rembourser la dette. Mais si on n'a pas donné de garantie, ou on a donné une faible garantie à 10% et que ça suffit pas, eh bien, en principe, on n'est pas responsable parce qu'on n'a pas Oui, oui. donné de Alors, garantie personnelle. disons que quand j'envisage, excusez-moi, quand j'envisageais les risques, j'envisageais pas le risque économique. Celui-là, évidemment, il est connu et c'est bien de pouvoir le préciser au niveau des garanties, des notions d'acceptation générale ou pas. Donc ça, c'est effectivement, c'est intéressant de toujours revenir dessus. Je pensais au niveau plutôt des risques fiscaux. Est-ce qu'il y a des risques fiscaux particuliers dans ce type d'opération? Bon, évidemment, je pense qu'il faut valoriser les sociétés normalement. Il faut être prudent, avoir normalement je dirais une échelle de remboursement sur 7 ans avec du mou pour pouvoir garder dans la société, et sans doute fille, je dirais de quoi rembourser quelques échéances, à au moins une ou deux échéances nettes d'avance. Enfin, le but, c'est de pas mettre en danger les clients, mais c'était plutôt les risques fiscaux ou comment dire, en tout cas, les risques que vous, quand vous faites ce style d'opération, sur lesquels vous êtes les plus vigilants, à part le risque économique. Bon, souvent d'ailleurs, quand on fait ça, c'est qu'on a une société qui est, comment dire, assez flat qui permet d'avoir des résultats réguliers et dont on sait que finalement on n'a pas a priori comment dire des résultats erratiques qui permettent quand même pas de Je, rassurer le banquier sur un financement qui serait un peu compliqué. Voilà. Donc je vais juste finir sur ce risque économique parce qu'il est beaucoup plus important et en valeur que le risque fiscal. Le risque d'accord. fiscal, il sera toujours 10 fois plus faible que le risque Mhm. économique. Donc, il y a un Ouais, vrai c'est bien de risque le rappeler. économique. Je vais juste Mhm. finir sur cette caution et Mhm. garantie personnelle. Si on donne pas de garantie personnelle, on n'est pas responsable, Mhm. sauf si on a commis une faute lourde. Oui, ce C'est-à-dire qui que est très rare. demain, C'est ça. on a souscrit une dette, on n'est pas capable de rembourser la dette, Mhm. on n'a pas donné de garantie personnelle, mais on n'est pas sérieux. C'est-à-dire, on part en vacances 3 mois dans l'année, on répond pas aux mails ni du banquier, ni de son propre salarié administratif qui dit, attention, on a des problèmes de remboursement de dette, il faut que vous en occupiez.
Si vous êtes présent au bureau et que vous faites votre travail consciencieusement 35 heures par semaine avec 5 semaines de congés payés, on peut rien vous reprocher. Mais si vous travaillez 10 heures par semaine et que vous vivez sur la plage, eh bien là, vous avez commis une faute parce que vous n'avez pas été aux commandes de l'entreprise comme vous auriez dû l'être. Donc voilà, c'est quand même un risque beaucoup plus important. Dans l'exemple de tout à l'heure, on a souscrit une dette de 5 millions. On peut potentiellement être responsable de rembourser les 5 millions à titre personnel. Donc, la totalité du projet est anéantie, étant donné que le seul objectif, c'est de diversifier les risques et de ne pas se soucier de cette dette parce qu'on a réinvesti cette dette ailleurs. On ne peut pas la réinvestir si on a un risque de devoir la rembourser. Donc, par rapport aux risques fiscaux, il y a ce qu'on appelle l'amendement Charras. L'amendement Charras dit que vous ne pouvez pas déduire les intérêts bancaires quand vous faites un OBO, c'est-à-dire une vente à vous-même. Donc l'amendement Charras, vous vous rappelez, en 84, tout le monde n'était pas né, le ministre de l'économie, Charras qui a fait une loi pour dire, OK, on autorise le OBO, le FBO, la vente à soi-même, mais les intérêts bancaires du holding ne sont pas déductibles de l'opération. On a totalement oublié l'amendement Charras depuis 20 ans, enfin, sauf certains avocats qui comprennent rien à rien, qui savent pas justement faire des calculs économiques, parce que pendant 20 ans, quand le taux d'intérêt était à zéro, on s'en foutait royalement de l'amendement Charras. J'ai des avocats qui ont facturé des notes d'honoraires à 3 500 € pour dire attention, il y a l'amendement Charras. Je leur ai dit excusez-moi, faut pas vite, d'urgence, arrêter votre travail de fiscaliste. Vous avez facturé 3 500 € pour nous expliquer qu'il y a un risque de payer 2 000 € d'impôts sur les 7 prochaines années. Parce que, en fait, le risque Charras, pendant des années, c'était moins de 1% de la valeur de l'entreprise. Étant donné que c'était uniquement un risque sur le coût fiscal de déductibilité et donc un risque très faible. Maintenant que les taux d'intérêt sont à 4, 5, 6%. Excusez-moi, est-ce que ça veut dire que dans tous les cas, quand on fait un OBO, je dirais les intérêts de la dette, je dirais, prise par la holding ne sont en aucun cas déductibles? Non, justement, il y a ce risque et donc il y a des solutions possibles. Quand on est tout seul, les intérêts ne sont pas déductibles. Par contre, si on a des intérêts patrimoniaux externes, c'est-à-dire qu'on a des nouveaux associés, des nouveaux partenaires, c'est pas une vente à soi-même. On va pouvoir expliquer à l'administration fiscale qu'on a mis en place une nouvelle organisation qui permet à l'entreprise de se développer plus efficacement. Et donc, il y a certains schémas qui vont permettre que tout ou partie de la dette soit déductible. Donc, des intérêts de la dette soient déductibles. Donc, c'est pas blanc ou noir. Il y a la loi qui dit on n'a pas le droit de déduire les intérêts et il y a des astuces pour associer d'autres personnalités qui vont faire que tout ou partie des intérêts de la dette soient déductibles. Ensuite, on va donner des avantages à certaines personnes. Tout à l'heure, on a dit qu'il y avait des enfants qu'on voulait faire monter au capital. Si ces enfants travaillent dans la société, depuis l'année dernière, il y a des lois, il y a des décisions de certains tribunaux, je crois que c'est la Cour de cassation, qui disent que on ne peut pas avantager des salariés au niveau capitalistique, sinon ça devient des avantages de salaire et donc il faut payer des charges sociales, salariales et patronales dessus. C'est absurde parce que vous avez des obligations convertibles qu'on donne à un tiers externe à l'entreprise, un investisseur financier, un fonds d'investissement, et lui, il ne paye pas de charges sociales. Le salarié, on lui donne des obligations convertibles, il a investi de sa poche et il y a ou des revolutions avec un management package qui fait qu'il y a une part il va avoir sa part du capital qui va augmenter. Mais si c'est un salarié, il va payer des charges sociales dessus. Alors si c'est un tiers, il ne paye pas de charges sociales. Pourtant, ils ont investi la même somme d'argent au même moment, mais simplement parce que il est salarié, il va payer des charges sociales. C'est pas logique parce que c'est un produit financier, mais c'est la loi qui a changé. Donc là-dessus, étant donné qu'on est sur une nouvelle décision, je crois, de la Cour de cassation, il va falloir être très attentif. Il y a plusieurs décisions dans ce sens. Il faut être très attentif. Il y a des nouvelles solutions, des nouveaux schémas que les avocats ont mis en place depuis ces décisions, mais on ne sait pas exactement comment ça va évoluer, étant donné que ce sont des nouvelles décisions qui ne sont pas liées à la loi, mais une décision de tribunal, pas très logique à mon goût, parce que
Parce qu'en plus, ça veut dire qu'on ne veut pas que les salariés soient actionnaires, ce qui n'est pas logique. Voilà, donc il y a ce risque fiscal également. Si les actionnaires sont également salariés, eh bien, vérifiez qu'on ne va pas payer de charges sociales astronomiques sur ces plus-values que vont faire les salariés demain. Quand vous mettez vos titres dans un PEA, vous allez pouvoir économiser beaucoup d'impôts sur la plus-value. Donc, vous avez le droit de mettre vos titres sur un PEA à condition de détenir moins de 25% du capital. Vous pouvez chacun détenir moins de 25% du capital. Donc, vous avez 4 membres de la famille qui ont chacun 25% du capital. On peut mettre ça dans un PEA. Ça peut se monter ainsi à condition d'investir des titres dans le PEA. Donc, il ne faut pas que ce soit un échange de titres, mais un investissement. Donc là, ça veut dire qu'on a fait une vente et ensuite, on réinvestit. Alors que généralement, quand on fait un FBO, on va échanger des titres. L'avantage de l'échange de titres, c'est qu'on n'a pas de fiscalité intermédiaire parce qu'on a 1 million de titres qu'on échange sur les 10 millions d'euros de tout à l'heure. Eh bien, on touche 6 millions de cash out et les 4 millions qu'on réinvestit, on échange des titres de l'ancienne société contre des titres d'une nouvelle holding. Donc, il n'y a pas de plus-value, il n'y a pas d'impôt sur la plus-value. Alors que si on a vendu les 4 millions d'euros et qu'on rachète 4 millions d'euros de titres, eh ben, entre les deux, il faut payer l'impôt sur la plus-value. Il y a des avantages et des inconvénients, mais il faut voir les avantages et les inconvénients, mais au moins on pourra investir dans un PEA. Des risques, il y en a beaucoup, il faut regarder dans chaque dossier. Chaque dossier est différent. On peut avoir des avantages et des risques financiers, fiscaux, mais l'amendement Charras est un nouvel aspect à étudier, surtout depuis l'augmentation des taux d'intérêt. Je peux encore poser une question? Oui, allez-y. Concernant les opérations qui se font, parce que cette opération, évidemment, elle peut se faire à travers un financement bancaire, elle peut se faire aussi à travers un crédit vendeur. Oui. Est-ce que c'est quoi les avantages et les inconvénients du crédit vendeur finalement par rapport à un financement bancaire dont forcément l'intérêt c'est de récupérer l'argent tout de suite, voilà. Et en plus la question qui pouvait se poser c'était de dire vers quel support aujourd'hui quand on récupère du cash, c'est quand même l'opération, c'est de faire du cash out, c'est se dire vers quel support on peut destiner je dirais les placements aujourd'hui qui sont des solutions que j'appellerais sécurisées et qui permettent quand même de faire quelque chose de cet argent. Voilà, j'avais 2 questions autour de ça. Voilà, crédit vendeur et cash out et utilisation de l'argent. Donc, le crédit vendeur, pour moi, il faut le faire seulement si on n'a pas le choix. Parce que, en fait, ça ne sert à rien le crédit vendeur. Vous n'avez pas touché d'argent. Vous avez peut-être fait une réorientation capitalistique patrimoniale, répartition entre les différents membres de la famille, mais il n'y a pas de cash. Donc, l'avantage de mettre une dette, c'est que la banque prenne un risque. Bien sûr, on est d'accord. Et donc, si la banque prête 5 millions d'euros et qu'on n'a pas de données de garantie personnelle en face, ces 5 millions, ils sont mis de côté, ils sont réinvestis ailleurs et ils sont sécurisés pour les générations à venir. Alors que s'il y a un crédit vendeur, il y a zéro cash out. Et pour moi, on peut mettre un crédit vendeur en plus du cash de la dette, mais pas à la place. Donc, il faut d'abord maximiser le montant de la dette bancaire. Si on peut obtenir 5, c'est 5. Si on peut obtenir 10, il vaut mieux prendre 10. Une fois qu'on a maximisé la dette bancaire, on a maximisé la prise de risque de la banque, eh bien, on a sécurisé le maximum de cash. Et ensuite, en plus de ça, on va rajouter peut-être du crédit vendeur et d'autres solutions. Le crédit vendeur, je l'utilise très rarement. 90% des opérations que je fais, il y a zéro crédit vendeur. Donc ensuite, une fois que vous avez ces 5 millions d'euros de cash out, eh bien, si vous l'investissez dans l'immobilier, vous allez emprunter 10 millions d'euros, vous apportez 5, vous empruntez 10, vous apportez 5, vous empruntez 5, eh bien, vous allez avoir un effet de levier supplémentaire. Si on va faire un effet de levier sur l'effet de levier. Donc, on a déjà fait x2 avec le FBO, on va encore faire x2 avec le réinvestissement immobilier. Alors, dans certains cas, on peut même faire plus que x2, x3, x4, mais bon, on va dire x2 déjà. Eh bien, on va encore doubler. Et donc, si on achète un bien immobilier pour 10 millions,
eh bien, on va doubler son rendement. Parce que si on achète un bien immobilier à 10 millions qui a 5% de rendement, eh bien, ça fait 500 000 euros de rendement annuel sur simplement 50 millions de mise de capital. Donc, ça fait 10% de rendement brut. Alors, évidemment, il faut payer des intérêts, etc. Mais on a un effet de levier sur l'effet de levier intéressant. Ou sinon, on peut placer simplement les 5 millions d'euros là où vous voulez. Vous avez suivant le pays où vous habitez, tout le choix de placement, que ce soit sur les titres financiers, en bourse, non cotés. On peut investir dans des entreprises. Nous, on peut vous proposer d'investir dans des entreprises en France, en Israël, à l'étranger, de façon minoritaire, majoritaire. Donc, tous les placements sont possibles, l'hôtellerie, les campings, murs et fonds, la restauration, la start-up, etc. Martine posait une autre question. C'était, peut-on vendre la société holding remontée en Israël et que se passe-t-il en cas de succession? Donc, vous pouvez tout à fait monter le holding en Israël. Simplement, il faut l'intérêt du LBO, c'est la dette bancaire. Donc, il faut que les banques aient envie de financer cette société israélienne. Et donc, c'est la banque qui va dire si oui ou non elle veut financer cette société israélienne avec des actifs étrangers. Donc, probablement qu'il est possible de monter une société en Israël. Il faut interroger des banques israéliennes, mais il faut surtout interroger des banques françaises. À mon avis, si vous montez une société en Israël, vous aurez plus de chances d'avoir, si l'actif est en France, c'est plutôt les banques françaises qui vont prêter de l'argent. Moi, je vais toujours mettre en compétition un maximum de banques parce que chaque banque a ses propres contraintes et ses propres critères. Et en plus, ces critères changent d'année en année. Donc, ce n'est pas parce que l'année dernière, elle a fait quelque chose qu'elle va le refaire cette année. Ou inversement. Donc, moi, je mettrai en compétition 5, 10, 15 banques en Israël, 5, 10, 15 banques en France, avec une préférence pour le lieu de l'endroit où sont situés les actifs. Que se passe-t-il en cas de succession? On a dit tout à l'heure que vous donnez des titres aux enfants, on leur donne la nue propriété ou la pleine propriété, et donc comme ils sont propriétaires, eh bien, ça leur appartient. Donc en cas de succession, comme ça leur appartient en tout ou partie, toute la partie qui leur appartient, leur appartient, il n'y a pas d'impôt sur la succession. Et sur le reste, ça dépend du pays dans lequel habitent les personnes qui décèdent. Eh bien, si en France, vous avez l'impôt sur la succession en France, sur la partie que vous détenez personnellement. Si c'est en Israël, eh bien, potentiellement, il peut ne pas y avoir d'impôt sur la succession. Faut analyser l'impôt sur la succession en Israël, je crois qu'il n'y en a pas.